Bienvenue dans la leçon d'introduction aux classes de type. Il s'agit d'une introduction au concept et à l'utilisation des classes de type du point de vue du consommateur. En d'autres termes, lors du développement de Haskell, nous souhaitons comprendre et utiliser les classes de type. Dans les leçons suivantes, après avoir appris à créer des types, nous aborderons le sujet du point de vue du créateur de classes de type et d'instances. C'est pourquoi nous commencerons par parler de l'intérêt des classes de type. Puis nous examinerons rapidement ce qu'elles sont. L'essentiel de la leçon sera consacré à quelques classes de type courantes que vous rencontrerez fréquemment. Enfin, nous expliquerons comment la fonction infère l'utilisation des classes de type et comment utiliser plusieurs contraintes. Pourquoi les classes de type sont-elles si intéressantes? Jusqu'à présent, nous avons appris que lors de la définition d'une fonction, nous pouvons choisir de l'utiliser avec un type spécifique, comme celui-ci, elle prend un int et renvoie un int, ou avec un type polymorphe, comme celui-ci. Elle prend deux types et renvoie la valeur du premier type. Le premier offre beaucoup de sécurité, car en s'assurant que votre fonction ne prend que des types int. Quelle que soit la valeur qu'elle prend, vous pouvez faire des mathématiques avec. Mais l'inconvénient est que vous êtes contraint d'utiliser la fonction avec seulement ce type. Si vous en avez besoin pour double ou float par exemple, vous devez le définir à nouveau avec un nom différent comme SQR double. Et SQR float quelque chose comme ça, et dans le second cas, les types polymorphes offrent beaucoup de flexibilité car vous pouvez utiliser les valeurs de n'importe quel type comme entrée, mais vous perdez toute la sécurité qui vient avec l'utilisation des types. Dans ce cas, cela n'a pas d'importance, nous n'avons pas besoin de sécurité, mais dans certains cas nous en avons besoin. Nous avons donc quelque chose comme ceci. Les types offrent beaucoup de sécurité et un peu de flexibilité. Et les valeurs polymorphes offrent beaucoup de flexibilité et presque aucune sécurité. Les classes de type sont ce que vous obtenez lorsque vous êtes un développeur de langage de programmation têtu, et que vous voulez la flexibilité d'avoir des types polymorphes et la sécurité d'utiliser des types, tout en même temps. En fin de compte, les classes de type permettent d'utiliser des valeurs polymorphes restreintes, des valeurs qui peuvent être de différents types, mais pas toutes, mais seulement un sous-ensemble autorisé. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme ad hoc ou la surcharge. Mais inutile de s'en souvenir pour le moment. Voyons cela de plus près. Leçon sur les fonctionnalités, maintenant que nous savons pourquoi les classes de type sont géniales. Voyons ce qu'elles sont réellement. Si vous rencontrez des personnes qui font partie du club de dessin avancé, vous savez qu'elles savent dessiner. Pourquoi? Parce que c'est l'une des conditions d'admission. Les classes de type sont comme des clubs auxquels les types peuvent appartenir s'ils ont des comportements particuliers. Notamment celui-ci. Index signifie fonction. Donc une classe de type spécifie un ensemble de fonctions et chaque type qui appartient à la classe de type a ses propres définitions ou implémentations de ces fonctions. Donc du point de vue du développeur, qui consomme des types et des classes de type préexistants. Si vous voyez qu'un type est une instance d'une classe de type, vous savez qu'il implémente et prend en charge les fonctions de cette classe de type. Par exemple, le type boolayon, pour voir les classes de type auxquelles le type bool appartient. Vous pouvez utiliser la commande info dans GHCI et passer le type bool. Dans ce cas, vous obtiendrez ceci, nous apprendrons le type et les données dans la prochaine leçon. Donc si nous ignorons les deux premières lignes de code, nous voyons un tas de lignes qui disent instance.
Instance de EQB, instance de horde de B, etc. Ces lignes nous informent que le type bool est une instance de la classe de type EQ et de la classe de type OR et de la classe de type en, etc. etc. Donc bool implémente les fonctions de toutes ces classes de type E. Naturellement maintenant nous voulons savoir quel comportement ces classes de type définissent, alors découvrons-le maintenant. Nous allons passer en revue les classes de type les plus courantes et je vais vous dire ce qu'elles représentent et leurs principaux comportements. Mais vous n'avez rien à mémoriser à ce sujet. Après la leçon sur la création de classes de type, vous serez en mesure de vérifier rapidement tout ce que je dirai dans ce cours. De plus, ne vous inquiétez pas des détails pour l'instant. Nous consacrerons cette leçon et 2 autres au système de type. Utilisez cette leçon pour commencer à développer l'idée d'une classe de type et pour vous familiariser avec les classes de construction les plus courantes, qui sont généralement les seules dont vous aurez besoin. Nous commençons par la classe de type EQ ou EG. La classe de type EQ est une question d'égalité. Les types qui sont des instances de la classe de type EQ peuvent dire si deux valeurs de son type sont égales ou non en utilisant les égaux et non égaux. Fonction et parce que le type bool est une instance de AQ. Nous savons que nous pouvons utiliser ces 2 fonctions pour comparer les valeurs de ce type comme ceci. Et si nous vérifions les signatures des fonctions equals et not equals, nous verrons peu de nouvelles choses. Le symbole paternel est le symbole de contrainte de classe. Il indique que le type polymorphe est contraint d'être une instance d'une classe de type. Le code à droite de la grosse flèche est la même signature de type que nous utilisons jusqu'à présent et le code à gauche indique les contraintes de classe. Dans ce cas, le code à droite de la grosse flèche indique que ces fonctions les 2 buts ont toutes les 2 la même signature. Prendre 2 valeurs polymorphes et renvoyer un booléen. Comme toujours et le code à gauche de la grosse flèche indique que le type A qui est utilisé 2 fois à droite de la grosse flèche doit être une instance de la classe de type EQ. Nous limitons donc ou limitons les types que vous pouvez passer à ces 2 fonctions. De tous les types à seulement ceux qui sont des instances de la classe de type EQ et cela ne s'arrête pas là. Par exemple, imaginez que vous créez cette fonction, vous prenez 2 valeurs et vous les comparez. Si elles sont égales, vous retournez la première, sinon vous retournez la seconde. Vous ne faites pas de mathématiques ou ne manipulez pas de chaîne, mais vous vérifiez si les valeurs sont égales. Vous voulez donc vous assurer que cette fonction n'accepte que des valeurs dont l'égalité peut être vérifiée. C'est à cela que sert la contrainte de classe de type AQ. Pour vous empêcher d'utiliser des types avec des valeurs qui ne peuvent pas être comparées. Et parce que la fonction equals A. La contrainte EQA et Punc utilisent ce fonctionnement. Côté, le compilateur est suffisamment intelligent pour déduire que la signature de type de nos fonctions a également cette contrainte. Donc func prend 2 valeurs du même type et renvoie une valeur. Et le type de toutes ces valeurs est une instance de la classe de type EQE. Maintenant vient le moment de vérité pour savoir combien de types puis-je appliquer ces fonctions. Nous savons que nous pouvons l'appliquer à bool car bool est une instance de EQ, mais quoi d'autre? Quelles sont les autres instances? Eh bien, si vous utilisez la commande info pour EQ, vous verrez une énorme liste de tous les
Type, il existe des instances de cette classe de type. Comme vous pouvez le voir, tous les types que nous rencontrons jusqu'à présent dans Flow. Double char-boule, etc. Il y en a d'autres sont des instances de cette classe de type, à l'exception des fonctions, c'est pourquoi nous pouvons vérifier si deux valeurs de type char-bloat, etc. sont égales ou non et c'est pourquoi nous pouvons appliquer la fonction func que nous venons de définir à l'une d'entre elles et si vous passez une valeur qui n'est pas une instance de EQ comme une fonction par. Exemple dans ce cas avec find the two functions. Puis prenez un seul paramètre, chacune, la première fonction en ajoute un. La seconde en ajoute deux et en supprime un. Donc ces fonctions sont-elles égales? L'expression est différente, donc sont-elles différentes? Mais elles renvoient toujours la même valeur, donc sont-elles égales? Nous ne le savons pas, et le compilateur non plus, car aucune fonction n'est une instance de la classe EQ. Si vous essayez d'exécuter ce code, vous obtiendrez cette erreur, comme l'indique cette erreur. La fonction de type qui convertit les entiers en entiers n'est pas une instance de la classe EQ, alors nous en avons besoin car nous utilisons la fonction equals. Le compilateur nous protège donc de l'utilisation d'un type qui n'est pas une instance de la classe EQ. C'est vraiment pratique. Mais vous ne pouvez pas faire de correspondance avec des types qui appartiennent uniquement à la classe EQ. Vous ne pouvez déterminer que si deux valeurs sont égales ou non. Heureusement, la classe EQ n'est pas la seule à exister. Nous avons également la classe ORD, qui se concentre sur les valeurs OR. Les types sont des instances de la classe OR, ordonnent leur valeur et indiquent la valeur la plus grande. Pour cela, la classe OR possède toutes ces fonctions. Nous avons déjà utilisé les opérateurs d'inégalité dans les leçons précédentes. Ils prennent deux valeurs du même type. Il y a une instance de la classe de type OR et renvoie à. Comme ceci et maintenant nous pouvons voir que les types numériques et le type char sont également des instances de votre classe de type et comment les valeurs sont-elles ordonnées? Cela dépend du type avec des nombres, il suit l'ordre mathématique. Par exemple 4 vient avant 5 et après 3. Avec des caractères, il suit l'ordre Unicode là. Spécification Unicode a une table avec un ordre et le type chart. Utilise cet ordre. D'autres types ont d'autres classements. Comme nous l'avons dit, chaque type qui appartient à une classe de type a ses propres implémentations, c'est-à-dire des définitions de ses fonctions. Nous en apprendrons plus à ce sujet lors de la création de nos propres instances. Mais avec la possibilité d'ordonner les choses, nous pouvons faire plus que de simples inégalités. Nous avons également la fonction min et max. La fonction min prend deux valeurs d'un type qui est une instance de ORD et renvoie le minimum des deux. Par exemple, si nous demandons le minimum de 12 et 19, nous obtenons 12. Et la fonction max prend bien sûr deux valeurs du même type qui est une instance de OR et renvoie le maximum. Les deux, par exemple, le même cas, ils renvoient 19. Nous avons également la fonction compare. La fonction compare prend deux valeurs d'un type qui est une instance de ORD et renvoie une valeur de type ordering, indiquant l'ordre des valeurs. De la même manière que bool n'a que deux valeurs, true et false. Le type ordering n'a que trois valeurs, nous obtenons moins qu'avec
LT dans ce cas parce que 4 est inférieur à 9, nous obtenons également plus grand. Que si la valeur et la première valeur est supérieure à la deuxième valeur et nous avons également la valeur EQ lorsque les deux valeurs sont égales à nouveau. Jusqu'à présent, tous les types que nous apprenons sont des instances de ce type de classe, à l'exception des fonctions. Maintenant vous pourriez dire, si je peux vérifier les qu'avec la classe de type all. Pourquoi ai-je besoin de la classe de type EQ pour commencer? Eh bien, parfois un type doit d'abord être une instance des apostrophes. Une classe de type pour être autorisée à devenir une instance d'une autre. Comme vous devez appartenir au club de gribouillage pour être autorisé à postuler au club de natation. C'est le cas avec EQ et order, pour ordonner les valeurs d'un type. Il faut d'abord savoir si elles sont égales. Cela signifie que si un type est une instance de la classe de type ord, il prend également en charge tous les comportements d'EQ. Dans ce cas, on dit qu'EQ est une superclasse d'ord, ou inversement. Une sous-classe d'EQ. Encore une fois, inutile de tout mémoriser. Au début, vous pourrez le vérifier rapidement et, avec un peu plus de temps, vous noterez tous les comportements et sous-classes par cœur. Continuons. Un phénomène similaire se produit avec les classes de type numérique. Les types numériques sont parmi les plus utilisés dans tous les langages de programmation. Mais tous les types numériques ne peuvent pas faire les mêmes choses. Les types qui sont des instances de la classe de type num peuvent se comporter comme num, mais pas comme un sous-ensemble spécifique de nombres. La classe de type num définit les comportements que tous les nombres devraient avoir. Par exemple, les types qui sont des instances de cette classe de type peuvent être entre autres ajoutés, sous-construits ou multipliés. Par exemple, 5 à 1, 8,9 plus 0,1. Et nous obtenons une erreur lors de la soustraction, à des caractères. C'est parce que char n'est pas une instance de la classe de type num. Maintenant, nous parlons, imaginez que je veuille créer une fonction qui fait des mathématiques comme celle-ci. Je ne veux pas choisir un type comme int et n'autoriser que les valeurs int. Les types float, double et integer pourraient parfaitement fonctionner. Mais s'il n'y avait pas de contrainte, je pourrais passer n'importe quel type, quoi. Le résultat de A plus B ou true plus false, cela n'a aucun sens. Car seuls les types qui sont des instances de la classe de type num peuvent utiliser plus. Et parce que float, double et integer sont tous des instances de la classe de type num, nous pouvons contraindre notre fonction comme ceci. Nous prenons la valeur x du type polymorphe A qui est contraint d'être une instance de la classe de type name. Nous renvoyons une valeur du même type. En cas de doute sur la signature de type, n'hésitez pas à contacter le compilateur. Il sait que pour utiliser « plus », vous devez être une instance de « num ». Il déduit donc automatiquement la signature de « add1 », offrant ainsi flexibilité et protection. C'est pratique, mais il est parfois nécessaire d'avoir une approche plus spécifique. Prenons l'exemple de la classe de type intégral. La classe non typée inclut tous les nombres, tandis que la classe de type intégral ne peut traiter que les entiers. Comme 4, mais pas 4,3. L'intégral est un club plus fermé que maintenant. Parmi tous les types vus jusqu'à présent, seuls int et integer lui appartiennent. Cette classe de type définit de nombreux comportements. L'une des fonctions intégrales les plus connues est div. Elle prend deux valeurs d'un type qui est une instance de la classe de type intégral et les divise, ne renvoyant que la partie entière de la division. Par exemple, 3 div 5 donne 0 et 5 IVE2 donne
2. De l'autre côté, nous avons la classe de type fractionnaire, the. La classe de type concerne les nombres fractionnaires. Les types qui sont des instances de la classe de type fractionnaire peuvent représenter et modifier des valeurs fractionnaires. De loin, la fonction la plus utilisée de la classe de type fractionnaire est la division toute puissante. Contrairement à div, nous pouvons être plus précis sur nos valeurs car nous utilisons des nombres fractionnaires et seuls float et double sont des instances de ce type. Classe, par exemple, nous pouvons diviser 10 sur 5. Ce qui vous donnera le même résultat que la fonction div pour les nombres entiers. Mais nous pouvons également faire 5 sur 2. Cela nous donnera un 2,5 plus précis et 10 sur 3 qui nous donnera un 3,333 encore plus précis, etc. Notez que nous n'avons jamais eu à spécifier le type des valeurs numériques dans aucun des exemples jusqu'à présent. C'est parce que par exemple le nombre 3 peut être une valeur de type int. Integer float double et en appliquant certaines fonctions comme la division. Le compilateur peut comprendre que nous voulions dire la valeur 3 qui appartient à l'un des types qui sont des instances du type fractionnaire. C'est pourquoi si nous vérifions le type de cette expression, nous obtenons qu'il s'agit d'une expression de type A lorsqu'A est une instance de la classe de type fractionnaire. C'est tout pour les nombres pour l'instant, voyons la classe de type show. La classe de type show est utilisée pour convertir des valeurs en chaînes lisibles. Elle a 3 comportements différents. Mais celui que vous allez voir encore et encore est la fonction show. La fonction show prend une valeur polymorphe qui est une instance de la classe de type show et renvoie une représentation sous forme de chaîne de la valeur. Par exemple, si nous montrons la valeur 3 de type int, nous obtenons une chaîne avec le caractère 3 dedans. Si nous montrons la valeur true, nous obtenons une chaîne avec le texte true. C'est vraiment utile pour les journaux de blogging et d'impression. Maintenant la contrepartie est la classe de type read. La classe de type read fournit le comportement opposé de la classe de type show. Le comportement le plus souvent utilisé est la fonction read. Elle prend une chaîne et renvoie une valeur du type demandé si possible. Par exemple, si nous lisons la chaîne 3, nous récupérons la valeur 3, la valeur numérique 3, et nous la divisons par 2 pour obtenir 1,5. Si nous lisons la chaîne true, nous obtiendrons true et la comparerons à false en utilisant votre opérateur. True ou false nous donne true, et si nous lisons une liste de nombres et que nous spécifions que le résultat a un type de liste d'entiers, la fonction read nous fournira le résultat d'une liste d'entiers. Gardez à l'esprit que si la chaîne ne contient pas de valeur valide, ou si la fonction read ne connaît pas le type qu'elle doit renvoyer, vous lancerez une exception comme celle-ci. Dans ce cas, si nous ne lisons que la chaîne th, la fonction read ne sait pas lequel de tous les types numériques vous essayez d'obtenir. Vous obtenez donc une exception. Il en va de même si vous essayez de lire une valeur inexistante dans le type demandé. Nous avons besoin d'une valeur bool, mais ce n'est pas une valeur de type bool. Vous obtenez donc une exception. D'accord, c'est suffisant pour les classes de type. Pour l'instant, examinons comment le compilateur infère les types. Déterminons la signature de cette fonction. La fonction f de c pourrait avoir plusieurs signatures différentes. Par exemple, elle pourrait avoir le type float à float. Cependant, lors de l'inférence de type, le compilateur ne suppose rien et restreint le type de la fonction au minimum, s, qui vous donne la contrainte la plus générale. Procédons étape par étape.
Dans ce cas, la fonction prend une valeur et la renvoie. La signature la plus générale sera donc A. Mais la valeur doit être de type numérique. Nous lui appliquons plusieurs fonctions mathématiques, mais quel type? Il pourrait s'agir d'un type qui est une instance de la classe de type num, car les fonctions moins et multiplication sont des comportements de la classe de type num. Ou d'un type qui est une instance de la classe de type fractionnaire, car la division est un comportement de la classe de type fractionnaire. Dans ce cas, tous les types numériques font partie de la classe de type num. Mais seuls float et double font partie de la classe de type. Donc, pour que cette fonction fonctionne toujours, elle doit utiliser la classe de type la plus restreinte, c'est-à-dire la classe de type diffractionnel. Et c'est ainsi que le compilateur déduit le type de l'expression. Notez que le type aurait pu être encore plus spécifique, comme float vers float ou double vers double, mais cela supposerait que vous ayez besoin d'un type plus contraignant sans aucune preuve. En fin de compte, le type valide le plus général l'emporte. Bon, donc jusqu'à présent, nous restreindrons si le type est INST d'une classe de type particulière et nous savons qu'il peut y avoir des classes de type plus spécialisées. Fractionnaire, par exemple, est une classe de type plus spécialisée que num. Mais que se passe-t-il si nous avons besoin d'un type avec un ensemble de capacités plus particulier? Dans ce cas, nous pouvons utiliser plusieurs contraintes. Parfois vous avez besoin de contraintes différentes pour différentes variables de type ou la même variable de type avec plusieurs contraintes et cela peut être facilement exprimé en ASA. Comme exemple de contraintes multiples pour la même variable de type, prenez cette fonction. Cette fonction prend un nombre et vérifie s'il est égal à 3. Puis si c'est le cas, elle renvoie la valeur x plus 1, sinon elle renvoie le même nombre. Fondamentalement, cette fonction renvoie la même valeur que vous avez donnée, mais elle ignore le 3. Le x peut être de n'importe quel type qui est une instance de la classe de type EQ en raison d'égal à égal et num en raison du plus. Nous utilisons x avec la fonction plus et x avec la fonction égale à égal et parce que nous comparons l'entrée avec la valeur. 3 qui appartient à la classe de type num x doit également être une instance de num. Classe de type. Nous avons donc besoin que x soit à la fois une instance de la classe de type EQ et de la classe de type num. Pour spécifier plusieurs contraintes pour la même variable de type, nous devons les entourer de parenthèses et ajouter une virgule entre elles. Comme s'il s'agissait de tuples. Dans ce cas, nous obtenons la variable de type P en entrée et en résultat. Et cette variable de type est contrainte d'être à la fois une instance de la classe de type EQ et de la classe de type num et bien sûr, nous pourrions ajouter d'autres contraintes si nécessaire. Maintenant, qu'en est-il des contraintes pour plusieurs variables de type? Créons une fonction qui prend deux valeurs et renvoie une. Si la première valeur est supérieure à la seconde et 0 sinon. Dans ce cas, x et y doivent être une instance de Hort car ils utilisent la fonction supérieure à et renvoient une valeur qui est number soit 1 soit 0. Mais c'est un type spécifié. Donc la signature plus générale les contraindra simplement à être un type qui est une instance de la classe de type num. En mettant tout cela ensemble, la signature de type sera celle-ci. Nous obtenons en entrée deux valeurs qui sont 1. Instance de la classe de type OR et comme. Valeur de sortie qui est une instance de la classe de type num. Donc comme vous pouvez le voir, contraindre les types avec des classes de type est assez flexible. Maintenant, pratiquons un peu. Qu'en est-il de cette fonction? Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer.
De déterminer le type par vous-même. Cette fonction. Nous comparons x et y avec la fonction supérieure à. Ils doivent donc être une instance de la classe de type OR. Et la valeur de retour est divisée en utilisant la division. C'est le comportement de la classe de type dans l'un des chemins if-else. Donc Z doit être une instance de fractionnaire, rappelez-vous que nous renvoyons toujours le même type donc. Les deux chemins du if then else doivent renvoyer des valeurs du même type. Donc cette fonction a le type A. où A est une instance de la classe de type OR et prend la troisième valeur qu'elle prend est une valeur polymorphe qui est une instance de fractionnaire et renvoie un type qui est également une instance de la classe de type fractionnaire et enfin le dernier exemple est une modification de Mystery One ou ajouter un à X avant de le comparer à Y si vous voulez. Essayez de mettre la vidéo en pause et de déterminer le type par vous-même. Le type est le même qu'avant. Mais maintenant X et Y doivent également être une instance de la classe de type num pour pouvoir utiliser X. Donc la fonction mix mystery2 a la même classe de type. Mais maintenant la variable polymorphe A est également une instance du type num. Comme vous pouvez le constater, nous pouvons appliquer autant de contraintes que nécessaire. Bien sûr, aujourd'hui, le compilateur peut les déduire pour vous la plupart du temps. Mais il est important de savoir comment les interpréter et les comprendre correctement. De plus, écrire un type de fonction avant de le définir est une bonne pratique et un excellent moyen de simplifier sa définition ultérieure. C'est tout pour aujourd'hui. Assurez-vous de terminer vos devoirs et à bientôt pour la prochaine.